Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Bernier. Salut Rémi. Bonjour, bonjour Fabien. Tu es ancien officier parachutiste du premier RPIMA notamment. Tu es également auteur de ce bouquin qui raconte l'histoire du premier RPIMA qui est sorti aux éditions de Merveille Éditions il y a quelques semaines. On va parler de toute l'histoire du commando, mais également des forces spéciales et de ce qui a amené le parcours depuis 1960 du premier RPIMA. Ça commence à faire quelques années. Mais avant, j'aimerais parler de toi pour que les gens puissent te connaître un petit peu. Qui es-tu et surtout comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans, si tu devais t'y prendre, comment tu le ferais aujourd'hui? Effectivement, le régiment a quasiment mon âge. Donc j'ai 5 semaines de différence avec le régiment. La création du régiment le 1er novembre 1960, comme tu viens de le dire. Mais en fait, non, les années 60, c'est toute ma jeunesse. Effectivement, moi j'ai commencé dans un milieu pas du tout. J'ai évolué dans un milieu absolument en dehors de l'armée. Puisque mon père était agent d'assurance, donc directeur d'une société d'assurance, mais et aussi mes deux grands-pères aussi l'avaient été auparavant. Donc c'est un milieu plutôt d'assureur et qui est bien éloigné de l'armée. Malheureux, mais quand même, je noterai que le lien avec le monde militaire, ou en tout cas le monde combattant, s'est fait quand même par ces deux personnes. Mm. Voilà. Donc, tout d'abord parce que j'avais une grande différence d'âge avec mon père. Mon père, on avait 47 ans de différence. Mon père avait fait la Deuxième Guerre mondiale où il avait été prisonnier donc en mai 40 et il avait été envoyé en Allemagne comme prisonnier de guerre comme des millions de personnes. Mais à la différence des autres prisonniers, lui, il avait refusé de travailler pour la Grande Allemagne, pour le Reich. Et donc, il a été déclaré prisonnier réfractaire, donc évacué vers un camp disciplinaire à côté d'Auschwitz, et où il est resté pendant 3 ans avec un régime carcéral extrêmement difficile, très dur, et il est rentré effectivement dans un état assez lamentable à Versailles. Il a mis pas mal de temps à reprendre, Ouais, ça doit marquer, ouais. son activité professionnelle à Versailles. Mais mon grand-père maternel, lui, en revanche, avait fait la Première Guerre mondiale de 14 à 1918, donc comme sous-officier dans l'artillerie. Et ces récits de guerre, quand j'étais enfant, m'ont particulièrement touché. Son casque, où il avait été gravement blessé au chemin des dames, son casque lui avait quasiment emporté une partie du crâne. Tout ça, ça avait marqué l'enfant que j'étais. Et là aussi, il était assureur. Donc, c'est des exemples comme ça qui me disent, bah, quand même, faut quand même être militaire. Mais là, c'est les épisodes de la guerre qui avaient été les plus importants, qui avaient emporté sur l'activité professionnelle. Mais l'exemple de mon grand-père qui, père de 6 enfants, alors qu'il avait fait 14-18, qui s'est rengagé à 50 ans en 1940, participer à la bataille de Dunkerque, pour moi, c'était vraiment l'exemple, Bien sûr. voilà, du combattant, du patriote, surtout. Ma patrie est en danger. Les Allemands viennent une fois, on gagne, ils reviennent encore, ben, j'y retourne. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est cet engagement, cet esprit d'engagement. Et pour mon père, l'exemple du sacrifice, bien sûr, sacrifice, arriver à résister avec ses moyens, avec peu de moyens qu'il avait, en disant, moi, je refuse de travailler comme, non pas comme collaborateur, mais aider l'Allemagne à Mm. s'en sortir, c'était déjà un pas de trop, alors qu'il était dans un stalag déjà en Allemagne. Voilà, ces exemples m'ont frappé. Mais durant toute ma jeunesse à Versailles, ou au lycée, voilà, j'étais pas spécialement parti dans ce genre de. Certes, j'étais scout, donc c'est vrai que peut-être la partie. Tu peux faire un lien. Oui, un Mm. petit peu. Voilà, j'ai bien aimé cet engagement de scoutisme. Mais à 18 ans, je savais, normalement, je ne savais pas encore tout ce que j'allais faire. Mon père voulait bien sûr, que je reprenne son affaire, la ferme familiale, qu'il tenait lui-même de son grand-père, de son propre père. Mais en 1892, il avait ouvert cette agence à Versailles. Voilà. Bon, j'étais normalement, j'étais Amener et amené, diriger à bien faire ça. sûr, à reprendre cette affaire-là. Mais c'est en terminale, vraiment, j'ai beaucoup hésité. Et j'ai fait une préparation militaire supérieure tout en préparant mon bac.
Et j'ai trouvé que quand même ça méritait de regarder à deux fois, et ça m'a bien plu. Ça fait Voilà. quoi, toi? Voilà, donc je me suis d'abord, je suis parti, j'ai fait mon Parcoursup n'existait pas à l'époque, donc Parcoursup, moi, ça a été le centre d'information à côté du château de Versailles, où j'ai pu me renseigner, et j'ai fait un dossier pour aller rentrer en classe préparatoire à Saint-Cyr. Mais alors là, en lettres supérieures, puisque moi j'étais littéraire, en lettres supérieures, et donc voilà, je suis rentré, j'étais admis, donc je suis parti en prépa. 2 années, donc prépa, lettres supérieures, première supérieure. Puis voilà, j'avais sous-estimé le niveau en maths du concours de Saint-Cyr, n'ayant arrêté quasiment de faire des maths en seconde. Donc ouais, je pensais que c'était purement littéraire, c'est comme une hypocagne, quoi. Ça m'allait très bien. Du français, de la philo, et puis et puis des langues, bien sûr. Malheureusement, j'ai été surpris par le niveau en maths que je n'ai malheureusement jamais réussi à rattraper. Donc mes camarades étaient plus forts que moi, et bien sûr, une note éliminatoire m'a- m'a sorti T'as sanctionné, voilà, m'a quelque part. sanctionné. Malgré tout, T'es parti en école j'ai d'état-major. non, non, avant j'ai quand même fait mon service, parce que j'avais Oui, fait cette préparation militaire supérieure, et que je voulais. Alors, cet échec-là n'avait pas du tout entamé ma motivation. Au contraire, je rebondis immédiatement. J'ai dit, bon, allez, je pars faire mon service comme aspirant, comme officier, donc jeune officier, mais faire durant mon service. Et j'ai choisi là le 9e régiment de chasseurs parachutistes, un régiment tout à fait classique, hein, mais de la 11e division parachutiste, donc para, pour voir si ça me plaisait vraiment. Et puis j'ai eu l'opportunité, à la fin de mon service militaire, de pouvoir signer un contrat d'engagement en tant qu'officier de réserve en situation d'activité, le temps de rejoindre en fait la voie semi-directe, c'est-à-dire être officier d'active, mais un petit peu plus tard, mais toujours comme officier, quoi. Donc ça m'allait bien. Et là, j'ai eu l'opportunité de rentrer au 13e régiment de dragons parachutistes, qui est actuellement un des régiments qui appartient au commandement des forces spéciales terre, enfin, donc commandement des opérations spéciales aussi comme employeur, mais qui est le petit frère du régiment de première PIMA que j'ai relaté dans mon livre. Alors, cette expérience-là, dans le renseignement, là, c'est vraiment le renseignement stratégique qui, face au pacte de Varsovie à l'époque, était le régiment, le seul régiment qui utilisait donc des capteurs humains pour pouvoir renseigner la première armée française qui était stationnée à Strasbourg en cas d'invasion des soviétiques euh, pendant les années cette époque, 70-80. ouais. Voilà. Donc cette expérience de 3 ans a été prépondérante, à la fois pour ma découverte du monde de renseignement, et puis surtout, voilà, j'étais toujours parachutiste, donc ça m'intéressait, et je voulais quand même continuer en tant que para. Alors voilà, pour expliquer à un enfant de 5 ans, tout simplement, il y a des exemples, pour revenir à la question. Tu l'as pas perdu, la question Non, je ne l'ai initiale. pas perdu, parce que c'est intéressant. Ouais. Oui, j'ai des petits-fils de 5-6 ans. Il faut effectivement pouvoir leur expliquer comment on devient militaire. Et alors, il y a une part effectivement, par la voie normale, c'est classe préparatoire pour entrer au plus haut. Mais aussi, on peut ne pas faire la voie royale, comme on dit, mais aussi, il y a toujours des possibilités de rentrer à différents niveaux dans la carrière des officiers, les officiers des armes. Voilà, donc j'ai quand même préparé de nouveau un concours pendant que j'étais au 13e RDP, comme j'étais passé lieutenant entre-temps, toujours sous contrat. J'ai réussi le concours du premier coup, fort de mon expérience de classe préparatoire, ça m'avait bien aidé quand même. Et puis voilà, j'ai réussi le concours, et j'ai intégré l'école militaire interarmes qui est à Couët-Quidan. Et là, donc 2 ans d'école. J'ai choisi l'arme des troupes de marine en sortant, donc voilà, qui m'a permis ensuite de rejoindre, avec la spécialité infanterie, qui m'a permis de rejoindre Montpellier, l'école d'application de l'infanterie, pour apprendre mon métier vraiment d'officier d'active. Et j'ai essayé de retrouver les parachutistes, parce que lorsqu'on repasse donc ce concours, j'ai tout remis à zéro. J'ai D'accord. tout remis à zéro, j'ai abandonné mon grade, je suis Hmm. reparti aspirant, etc. Donc je suis reparti à zéro, Un première challenge. remise à... Ouais, Hmm. c'est un challenge, mais bon, voilà, le jeu en volait à chanter, surtout qu'entre-temps, je m'étais marié, donc pour construire une famille, c'était quand même mieux d'avoir comment dire, un CDI plutôt qu'un CDD. Voilà.
On va parler justement du premier RPIMA que tu as intégré juste après. Bah, Si. après la période oui, l'école d'application d'infanterie, j'ai choisi le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine en sortie d'école. Il y avait une place, je l'ai eue par chance, et mon classement me le permettait, et je n'ai pas hésité d'ailleurs à le prendre, parce que c'était un régiment qui à la fois faisait du renseignement, mais aussi là de l'action. Alors je ne voulais pas recommencer ce que j'avais fait au 13e RDP, et À ça me faire que du permettait, renseignement. voilà, et puis la spécialité, enfin, l'arme des troupes de marine, c'est quand même une arme particulière, puisque c'est l'ancienne armée coloniale, donc avec une spécificité de service outre-mer. On peut aller servir tous les 3 ans, on peut aller 2 ans, soit dans les dom-toms, soit en Afrique, soit. Voilà. C'est un séjour, on est privilégié et on est prioritaire. Donc voilà, ça m'a intéressé aussi. Donc, force spéciale, et puis un peu d'Afrique en coopération, ça m'allait très bien pour pouvoir un peu sortir et découvrir d'autres horizons. Alors justement, il y a des choses que tu as dit qui sont très intéressantes. On va y revenir pour essayer d'expliquer à tout le monde. Oui, Parce qu'en découvrant et en lisant ton livre, on apprend plein de choses sur ce corps d'armes. Le premier RPIMA, donc, c'est un régiment de force spéciale, pour le vulgariser, de l'armée intermarine, de terre. d'armée de terre. Euh, Tu l'as dit aussi, c'est aussi bien du renseignement que de l'opérationnel. Et tu l'expliques dans le bouquin, en fait, c'est plusieurs métiers, plusieurs cordes à leur arc, le premier RPIMA. Alors, faut quand même le remettre en Ouais, perspective, pour le mettre dans le parce contexte. qu'en 1960, c'est pas du tout un régiment de force Ouais, spéciale. oui. Donc c'est ça que j'ai voulu vraiment écrire dans ce livre. De la naissance à Voilà, aujourd'hui. c'est de montrer qu'avant d'être force spéciale, il y a eu quasiment 15 ans où le régiment est un régiment d'instruction, tout simplement. Un régiment d'instruction classique. Il n'y a pas de côté force spéciale. Ouais. Mais donc c'est un régiment qui au départ bah, est hérité, enfin est à proximité. Bayonne, il y a le Châteauneuf, l'état-major qui est à Châteauneuf de la brigade parachutiste coloniale. Et cette brigade avait besoin de former des appelés, mais aussi surtout des engagés, des jeunes engagés para, pour envoyer en Afrique du Nord. Parce qu'il y a encore le conflit en 60, 62, il y a encore les 2 dernières années du conflit en Algérie. Donc on avait besoin, quasiment tous les 2 mois, d'envoyer des conscrits, mais surtout des engagés pour partir combattre en Afrique du Nord. Donc ça, c'est le premier point. Mais en 1962, si tout le monde se souvient que c'est la fin de la guerre d'Algérie, il y a des accords d'Évian, donc fin de la guerre, mais Menace de dissolution. alors, première menace de dissolution, puisque effectivement la brigade, l'état-major est dissous. Mm. Entre-temps, il y a eu le putsch des généraux en 1961, là, il y a 65 ans, là, d'ailleurs, bientôt, qui quand même, 64 ans, pardon, qui quand même a bousculé un peu les unités parachutistes, puisque certaines ont trempé dans le putsch. Donc, le pouvoir gaulliste n'a pas vu du tout d'un très bon œil, et il a commencé à faire une sorte de purge politique, et surtout à vouloir casser l'image du para qui pouvait être séditieux. Voilà, donc le régiment à Bayonne, qui était un régiment d'instruction, a failli partir avec la vague de purge. Mais il fallait quand même continuer à former des engagés pour servir dans les RPIMA qui étaient à Madagascar, qui étaient à Dakar, au 7e RPIMA, 5e RPIMA, qui étaient encore dans les anciennes colonies. Donc ça, ils se sont dit, bon, on va quand même garder un centre d'instruction. Donc la dissolution de la brigade a permis quand même de sauver la partie centre d'instruction, qui est devenu un centre d'instruction première PIMA, et ce, dans la décennie 60 et début 70. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 73, on s'est aperçu que les régiments parachutistes voulaient prendre en compte la formation de leurs propres engagés dans leur propre unité. Donc par exemple, je prends le cas de Castres ou Carcassonne, le 3e RPIMA ou le 8e RPIMA voulaient former eux-mêmes, revendiquaient le fait de former leurs propres engagés. Ce qui était un peu compréhensible, mais voilà, c'était une nouvelle menace pour le premier RPIMA en 73, attention, si tout le monde veut récupérer la formation de ses propres engagés, que devient la citadelle de Bayonne. Voilà, tout simplement. Et ça, effectivement, ça a été la deuxième menace de dissolution. Et le chef de corps, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est l'action de ces chefs de corps qui ont essayé de trouver une solution pour essayer de pérenniser la vie de la citadelle, et surtout le nom du premier RPIMA.
La première raison, c'est que le régiment, en 1960, s'est vu confier un symbole très important, c'est le drapeau des SAS de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ça qui a été à chaque fois, bah, je ne sais pas si on n'a pas voulu dissoudre le premier PIMA, c'est parce qu'on avait confié le drapeau des SAS de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui avaient quand même libéré la France, de la Bretagne. Oui, tu peux expliquer ce que sont les SAS? Exactement. Special Air Service, c'est une unité qui a été créée par Georges Berger sur le plan pour les Français, mais surtout par David Stirling côté britannique. Et les Français ont été, sont jumelés et ont été incorporés dans la grande brigade SAS qui est partie donc d'Égypte, qui a remonté toute la Cyrénaïque, qui a libéré toute la Sud-Tunisie, et puis bien sûr qui est ensuite reparti se former en Angleterre pour sauter en 1944 et former les maquis et aider à libérer la France donc au moment de l'opération, le débarquement de Normandie. Voilà. Donc ça, c'est vrai que cette période-là a été quand même faste. Le drapeau du premier PIMA était peut-être un des seuls drapeaux où il y a marqué France sur le drapeau. France 44, c'est quand même incroyable. C'est un des rares drapeaux français qui a son propre pays qui est marqué dessus. Ouais. Voilà. Donc ce prestigieux drapeau, voilà, il a été légué. Alors pour comprendre pourquoi on est devenu entre des gens qui sont un peu hétéroclites, les SAS, hein, sont des gens qui sont des civils en fait au départ. Ils voulaient se battre pour la France, ils ont rallié De Gaulle, n'acceptant pas la défaite, tout simplement, de 1940, l'humiliation de la défaite. Et ça, c'est vrai que ça a été un élément moteur. Et ces gens-là se sont battus comme des lions, malgré une forte attrition. Ils ont perdu beaucoup de monde dans les maquis, et surtout dans les combats de Saint-Marcel, des maquis en Bretagne, Saône aussi, jusqu'à la fin. Et vraiment, ce glorieux drapeau, qu'est-ce qu'on allait faire en 1945 ? Il s'est trouvé qu'à peine les SAS français s'étant séparés des Britanniques, sont partis immédiatement, ont été appelés en Indochine. Parce qu'en 1946, déjà, c'est les débuts des combats en Indochine, où on va sauver ce qui reste que de l'Empire colonial, qui nous avait permis de gagner la Deuxième Guerre mondiale. Sans l'Empire, on n'aurait pas fait grand-chose, tout simplement. Ou en tout cas, on n'aurait pas été à la table des vainqueurs. Voilà, donc ce drapeau, il a été une première fois transmis en Indochine aux troupes coloniales. C'est pour ça qu'on se rapproche un peu de la partie de troupes de marine. Et puis en 60, on formait 3000 engagés, 3400 engagés. Donc la citadelle, elle a marché à plein régime. Et ce drapeau, il a été confié comme ça. Les anciens SAS qui étaient encore là étaient contents de voir que le drapeau n'avait pas disparu, il n'était pas parti aux Invalides, tout simplement. C'est la hantise de ces gens-là qui s'étaient battus. Et donc en 73, voilà, tous ces gens, le chef de corps par exemple de 73, c'est quelqu'un qui s'est battu pendant 20 ans. Il a fait toute la campagne d'Indochine, et même peut-être fin des FFI. Donc ces gens-là avaient regardé le drapeau avec beaucoup d'admiration et tenaient à ce qu'il ne soit pas bradé comme ça dans une dissolution avec un simple signature terminée. Voilà, donc ils sont battus. Alors, la question primordiale, c'est pourquoi le premier PIMA est devenu une unité spéciale. Tout simplement, c'est parti en 1973, lorsque le général d'armée aérienne François Morin, qui est le chef d'état-major des armées, s'aperçoit quand même qu'il lui manque dans sa panoplie dans les forces dont il a hérité et dont il est le patron, il manque une unité spéciale. Or, toutes ces unités spéciales avaient été dissoutes en 62. 11e choc, toutes ces... Et avec une connotation un peu séditieuse, un peu de barbouze. Voilà. Donc ça, on avait passé les ponts et terminé. Voilà. Entre-temps, il y a eu quand même des amnisties. Les gens avaient été sortis de prison, mais les gens de l'OAS, notamment l'organisation de l'armée secrète, tous ces gens-là avaient été peu à peu amnistiés. Mais voilà, il manque une unité spéciale.
Et en 73, il faut savoir, c'est quand même la guerre froide. Hein, la guerre froide. Et début des actions de subversion, notamment de la partie soviétique, dans les précarés africains français, en Afrique, voilà. Donc, mais aussi aux Portugais. Hein, on a quand même l'Angola avec l'UNITA. Enfin, il y a quand même des régions de l'Afrique qui sont menacées de subversion. Et donc, parallèlement, le directeur des services secrets français, le comte Alexandre de Maranche, lui aussi, il a peur du grand soir, hein, du grand soir communiste. Et il s'est dit, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas y répondre. Voilà. Et donc, les deux hommes, le chef d'état-major et le patron des services secrets, signent un accord secret, tous les deux, et ils se disent, allez, on monte une unité qui sera militaire, mais qui sera mise à la disposition des services secrets pour justement pouvoir mener des actions clandestines, des actions de subversion, de contre-guérilla, ou voilà, tout simplement. Et cette unité a été désignée en 1974 comme étant le premier PIMA. Pourquoi? Parce que le patron de la 11e division parachutiste, le général Le Borgne, est un ancien lieutenant du 4e SAS de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il sait où est le drapeau. Il sait où il est. C'est à Bayonne. Donc Bayonne, voilà. Il dit, voilà, je vais monter cette unité à Bayonne. Et puis c'est vrai que pour monter une unité clandestine, rien ne vaut une belle couverture. Pour les Bayonnais, c'est un centre d'instruction comme un autre. Donc à l'intérieur, on y verra que du feu, tout simplement. Et ça s'est passé comme ça. Merci pour ce cours d'histoire, Rémi, pour retracer tout le parcours, mais c'est toujours important de savoir d'où on vient pour savoir où on va exactement. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'est créé le premier PIMA tel qu'on le connaît, aujourd'hui à partir de forces spéciales. Si tu devais l'expliquer à des non-initiés, quelles sont les particularités du RPIMA, des forces spéciales? Parce qu'on sait que c'est quelque chose de l'extérieur, maintenant grâce à ce livre on en sait un peu plus, mais de l'extérieur de très secret, de très confidentiel, de par les hommes qui le composent, la façon de faire, les différents métiers, et même les terrains d'action, puisque il y a des missions qui ont été... pour la première fois dévoilées dans ce livre, oui, tout à fait. Juste après, la marque de fabrique, quand même, c'est d'être discret. Discret, hein, parce que bon, on peut être secret, il y a une partie clandestine, mais surtout, il faut les opérations sont des opérations où le pouvoir politique qui ordonne la mission, qui donne la mission aux opérations spéciales, il ne veut pas de publicité. D'accord? Donc la mission est en amont systématiquement secrète. Donc le montage, même parmi nos familles, personne n'est au courant de l'endroit où va avoir lieu l'opération ou le débarquement. Ça, c'est le premier point. Donc c'est vrai qu'il faut que les personnes soient formées, sélectionnées, et c'est d'abord ce qui fait la différence avec les autres unités. D'accord? Donc c'est bien faisable. Il faut bien comprendre que la particularité des forces spéciales, c'est que le personnel est sélectionné en amont. Et durement sélectionné, parce que voilà, il y a des tests, il y a des tests qui sont physiques, psychotechniques, des tests psychologiques. Enfin, il faut avoir un profil qui corresponde aux ABAC désignés par le commandant des opérations spéciales. Et après, il y a une longue formation. Et après, il y a une formation que, là, je me permets de préciser, c'est qu'un militaire du rang, un simple militaire du rang qui veut s'engager à 18 ans au premier PIMA, il faut savoir qu'il ne partira pas en opération avant entre 2 et 3 ans, quoi. Plutôt 3 ans. Parce que la première année est sélective. On habille en kaki et en camouflé le civil qui sort de chez papa-maman. Mais après, il faut lui donner une spécialité. Et la spécialité, en fonction vu les avancées technologiques actuelles, ça prend plus de temps qu'avant. Donc voilà, on a des gens qui sont capables, maintenant, ils sont tous capables de maîtriser des drones, hein, mais il y a des drones qui sont meurtriers, des zones juste de capteurs de renseignement. Voilà, ça prend du temps. Mais aussi, en informatique, il y a des gens qui sont capables de faire et puis les opérations d'influence, il y a des opérations donc du cyber, bien sûr, cyberdéfense, mais également l'action. Il faut savoir être capable
de mettre des mines, enfin connaître les mines, connaître le sabotage, la démolition. Il y en a certains qui sont gardes du corps, c'est extrêmement exigeant d'être garde du corps. Garde du corps de très haute autorité, hein, attention, c'est garde du corps de vigile de la boîte de nuit. Hein, c'est vraiment la personne voilà, qui va. Nous, on a protégé le monsieur Carl Bildt, qui est quand même le haut représentant de l'ONU pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Voilà, c'est quand même des personnalités, et surtout tous les généraux qui sont en situation délicate dans des territoires où le conflit est difficile. On les protège systématiquement. Et c'est en général les commandos de Bayonne qui sont autour. Voilà. Donc, en fait, voilà, cette formation est exigeante, mais elle est longue. Voilà, tout simplement. Un tireur de fusil de haute précision, ça met des années et des années à être performant. Donc, il faut le former, ouais, tout simplement. Oui, c'est la particularité d'avoir plusieurs métiers à un. Exactement, ouais. Alors, on l'a dit, c'est le couteau suisse, enfin, voilà. Mais la mallette à outils, oui, et dedans, il y a plein de spécialités. Donc, comme tu le disais au début, effectivement, alors, cette unité-là, elle offre un panel de spécialités qui est incroyable. On peut être aussi maître de chien. Ouais. Maître de chien, sino, voilà. Mais du coup, ça permet d'être dans un théâtre d'opération très vaste et de pouvoir s'adapter à toute situation. Et surtout que souvent aussi, dans un même territoire de conflit, enfin de théâtre d'opération, il peut y avoir plusieurs détachements du premier RPIMA qui œuvrent dans des secteurs complètement différents et cloisonnés. Eux ne savent pas ce que font les autres, etc. Voilà. Ça, c'est intéressant, parce que on l'a vu à l'opération Licorne, à Abidjan, enfin, Côte d'Ivoire, on l'a vu en Bosnie-Herzégovine, il y avait plein de... Il y en a qui protégeaient M. Carl Bildt, mais il y en a d'autres qui chassaient les criminels de guerre, par exemple. Vous voyez. Donc, tous ces gens-là œuvraient sur le théâtre, mais de manière complètement cloisonnée, et dans des directions avec les autres est insoupçonné, quoi. Oui, parce que d'ailleurs, en Bosnie, tu as eu la traque de criminels de guerre, notamment. Ça, c'est sur la fin de la partie bosnique. Après les accords de Dayton, effectivement, la Cour pénale internationale de l'Haye nous a donné une liste, une centaine de criminels qu'il fallait chercher. Ça représente combien de personnes, le RPIMA? On peut le dire, je ne sais pas. C'est un peu moins de 1000 personnes, un peu moins. Ouais. Oui, donc, alors, il y a aussi des civils, attention, il y a des civils, et puis il y a aussi des réservistes, une composante réserve qui est assez importante, et qui apporte, qui est importante actuellement. Ouais. Mais sinon, oui, c'est un peu moins de 1000 personnes, donc c'est quand même assez conséquent. Ouais. Ça fait du mal. Tu as été souvent projeté en Afrique dans ton parcours? Quel a été un peu ton parcours sur toutes ces années? En fait, dans mon parcours, oui, effectivement, j'ai plus souvent... je suis intervenu en Afrique parce que l'Afrique était le continent, effectivement, où les missions nous étaient assignées. Hein. Donc, je rappelle que c'est le pouvoir politique qui donne les missions. Le chef des armées, c'est quand même le président de la République. Il faut quand même le rappeler aussi. C'est quand chaque citoyen va à chaque élection présidentielle élit le futur président de la République, il faut quand même prendre conscience qu'on élit aussi le chef des armées. Et le chef des armées, c'est lui qui va mettre en œuvre toutes ces unités spéciales, etc. C'est sûr qu'il ne faut pas l'oublier le moment où... Il ne faut pas l'oublier, parce que certains l'oublient. Ouais, il dit, pourquoi il peut envoyer en Afghanistan, et surtout, il peut aussi envoyer ces troupes-là, spéciales essentiellement, sans en référer aux députés. Oui. La Constitution française l'autorise. Donc, effectivement, c'est plus simple pour le chef de l'État d'avoir ce genre de petites... de bras armés comme ça, et qui peut aussi aider à compenser un revers diplomatique. Je prends l'exemple de 2003. 2003, le sommet d'Évian, pardon. Le sommet d'Évian avec George Bush, où George Bush et Tony Blair demandent à la France d'intervenir en Irak. Jacques Chirac refuse. C'est vrai, voilà. Ça a fait grand bruit. Oui, ça a fait grand bruit. Et comment ça, la France se désolidarise du monde occidental contre le terrorisme, etc. Et Jacques Chirac a dit, non, justement, je n'irai pas en Irak.
Mais par derrière, je vous donnerai quelques forces spéciales donc, pour aller en Afghanistan, puisque beaucoup de troupes américaines étaient prélevées sur le théâtre afghan où ils cherchaient Ben Laden, voilà. Mais ils se sont retrouvés 2 ans après à chercher, enfin, à intervenir en Irak. Donc les États-Unis étaient quand même contents de pouvoir bénéficier de forces spéciales et on occupait un espace au sud de l'Afghanistan, au sud de Kandahar, pendant quelques années pour pouvoir voilà, dire on participe quand même à l'effort et à la lutte contre le terrorisme. Et justement, sur le bouquin, tu racontes, alors je me suis confondu dans toutes les opérations avec des noms aussi Oui, complexes les unes que les autres, mais tu racontes notamment l'isolement dont fait preuve un détachement lors des opérations de force spéciale, où, pour l'expliquer, tu as expliqué avec tes mots mieux que quiconque, en fait, vous êtes projeté et vous êtes coupé du monde, quelquefois, pour votre sécurité notamment, et pour oui. celle des autres. En Comment fait, tu, oui, comment tu peux raconter, je ne sais pas ce que tu peux raconter, mais comment tu peux raconter les spécificités de ce type d'opération vraiment spéciale où des fois vous y allez, comme tu le dis, pas en clandestinité, mais dans le secret, dans des théâtres d'opération où vous ne devez peut-être pas être des fois? en fait, c'est simplement bon, voilà, la formation. On est habitué nous à agir de manière isolée et surtout de manière complètement confidentielle. Mais c'est-à-dire on ne communique pas forcément avec nos familles comme n'importe qui part en vacances avec peut appeler papa, maman ou le grand-père ou tonton, tata. Non, nous on est quand même tenu à une rigueur particulière. Mais l'isolement, en fait, c'est simplement de dire est-ce que je suis, admettons, à 200 km au sud de l'Algérie, dans le désert proche du Ténéré, etc., et je n'ai pas de couverture aérienne à ma disposition, et j'agis, je fais une mission d'infiltration je prends le cas des rebelles Touareg, en 1994, j'ai fait près de 10 000 km avec ma Jeep dans le massif de l'Aïr qui est grand comme Dunkerque-Perpignan, enfin un truc 70 000 km, aussi grand comme l'Irlande. Vous êtes tout seul là-dedans, isolé, vous êtes tout seul. C'est-à-dire que si vous crevez, ben, tant pis pour vous. Enfin, vous crevez avec le Oui, pneu. oui, Mais vous prenez un pneu, vous en crevez deux, ben, c'est difficile, quoi. Voilà, et ces cailloux qui coupent tout. Et on a évolué comme ça pendant plusieurs mois. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de couverture aérienne. Il n'y a pas d'évacuation sanitaire possible. vous êtes livré à vous-même. On est livré à nous-mêmes. Bon, on réfère toujours à. On peut être à 400 ou 500 km de son chef, quoi. Le chef qui, lui, peut actionner éventuellement quelque chose. Donc, on est habitué à être isolé comme ça, oui, bien sûr. Et donc, de par ton parcours, tu le disais, tu étais souvent projeté en Afrique. En Afrique, oui. Est-ce qu'il y a des missions, des pays, des détachements qui ont été plus marquants pour toi que d'autres? En fait, oui, il y a je vais parler du Rwanda parce que Rwanda, moi j'ai rarement vu autant de morts, quoi. Donc c'est vrai que quand on Ça marque. voit le dernier génocide du XXe siècle, on a en tête quand même malheureusement des atrocités et des enfants avec le crâne ouvert, avec les coups de machette, qui arrivent dans un état lamentable, ces gens qui ont fui le Rwanda côté Zaïre à l'époque, hein, on a vu arriver 1 million de personnes. Oui, ça ne laisse pas indifférent. C'est vrai que ce conflit-là était quand même particulièrement difficile. Voilà, il y a des conflits comme bah, après des mutineries, voilà, c'est toujours des petits conflits quand même avec des bombardements, voilà, c'est ça, du mortier. Voilà, on évolue. Moi, j'ai évacué des ambassades du Japon, de l'ambassade d'Allemagne à Bangui. Voilà, c'est sous les tirs d'obus, quoi. Donc, oui, c'est des conflits qui ne sont pas faciles. Et puis surtout, faut essayer quand même de préserver les personnalités qu'on va sortir, les familles. Voilà, faut pas que ça dérape, quoi. Alors, j'ai deux questions parce que Rwanda, tu évoques, tu as un contexte en plus médiatique et politique qui est très particulier à cette époque. Et la deuxième, c'est par exemple, lorsque tu évacues une ambassade, je ne sais pas combien vous êtes pour évacuer plusieurs dizaines de personnes, comment ça se passe et comment vous Mais arrivez non, bah, à vous parfois on est organiser? 10, voilà. Mais je noterai quand même, je vais mentionner la performance qui a été réalisée en 2004 lors de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu un sentiment anti-français dans la ville d'Abidjan.
suite aux mesures de rétorsion qui avaient été ordonnées par le président Chirac d'anéantir, de mettre à terre toutes les forces aériennes de la Côte d'Ivoire. Suite, effectivement, à un bombardement à Bouaké où il y avait eu 9 soldats français qui avaient été tués. Donc là, voilà, cet engrenage-là, c'est souvent une étincelle, et la foule dans la ville d'Abidjan où il y a 4 millions d'habitants, si elle est un peu manipulée, ça dégénère très vite. Et dans une ville aussi grande, c'est catastrophique, quoi. Et donc les expatriés, c'est la chasse aux blancs, hein, donc rapidement, les gens sont en situation de vulnérable, et ils sont dans des maisons ou dans des appartements, et ça a été un épisode dramatique. Oui, il a fallu sauver tous ces gens-là par nos concitoyens, ou voire aussi européens, parce que l'Europe fait appel à la France dans ce cadre-là pour essayer de les Suisses, les Allemands, tous nos camarades européens, les partenaires européens, c'est normal. Et donc on a ici, avec des hélicoptères en pleine nuit, on a sorti des gens sur les toits dans des conditions vraiment très très délicates, et surtout avec une foule en furie qui voulait en découdre. Voilà, donc on a quand même plus de 1300 ressortissants ont été évacués dans des conditions très très difficiles et en quelques jours. Un délai très court. Ah ouais, très très court. Et je pense que c'est la plus belle opération d'évacuation de ce ressortissant qui a été réalisée jusqu'à présent. Et comment ça s'organise justement ça? Parce que ça se passe en quelques jours, voire quelques heures de décider ce genre de situation? Ah bah là, c'est rapide, hein, parce que quand vous avez les gens qui sont menacés, qui a les machettes qui sont dans les escaliers ou qui commencent voilà, recenser les personnes. Bah là, oui, bah les gens appellent au secours, Et là, le gouvernement français organise l'évacuation. Alors il faut aller chercher dans les quartiers, les amener dans une zone de regroupement, et de la zone de regroupement, les mettre dans les avions pour les évacuer, ou avoir des bateaux. Mais on a fait ça aussi au Yémen en 97. Au Yémen, en 4 heures, on est parti de Bayonne, de Mont-de-Marsan, on a embarqué dans les avions et hop, on est parti à Djibouti. Djibouti par hélicoptère et puis par voie bateau, maritime. Et on a évacué des ressortissants occidentaux qui étaient menacés dans la ville de Sanaa, 97. Et on est parti en 4 heures. Non, ça va très vite. Et c'est vrai, vous dites, pourquoi les forces spéciales, quelle est la particularité? C'est la boucle courte. Tout simplement, la chaîne décisionnelle est extrêmement courte. Et c'est l'avantage. Les gens donc sont sélectionnés. La formation, elle est commune, mais elle est avec des procédures communes que eux seuls connaissent et qu'on ne peut pas divulguer comme ça à toutes les forces conventionnelles. C'est-à-dire qu'un pilote d'hélicoptère des forces spéciales du 4e régiment des forces spéciales de Pau va comprendre l'équipier du premier RPIMA qui est au sol. Ils vont se comprendre. Et surtout, il y aura un sentiment de confiance parce qu'il saura que l'un vient le chercher ou que l'autre, il lui dit tu peux poser ton hélicoptère, c'est bon, en bas, c'est sûr. Voilà. C'est cette confiance-là qu'on ne peut pas, malheureusement, démultiplier au niveau de l'armée française. Et cette boucle courte, décisionnelle, c'est un facteur de succès en général. Et justement, tu parlais de détachement très rapide. Tu as un autre exemple, même récent, plus ou moins récent, où vous avez été détaché de façon très rapide comme ça depuis Bayonne? Ah bah, oui, c'est quasiment tout le temps. Dans les années 90... Parce que nous, on n'imagine pas. Non, c'est pour ça. C'est pour ça, pour l'expliquer. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, tout simplement pour que nos concitoyens, je pense que ça mérite d'être connu. Justement, parce que c'est un des aspects des forces spéciales que on voit dans les films, les séries, mais malgré tout, c'est un peu différent, quoi. La réalité est différente. C'est surtout au départ un coup de téléphone. Ça part d'un coup de téléphone. Et on est rappelé. En quelques heures, on se met en... Et c'est ça la différence, pour reprendre au niveau du métier, si on doit s'adresser à des jeunes, c'est que vous êtes chez vous, dans un salon comme celui-là, vous regardez la télévision avec votre épouse ou vos enfants, une série, voilà, vous êtes tranquillement dans le canapé, et un coup de téléphone, et soudain, en pleine nuit, peut-être à 23h, vous avez un ennemi qui est à 6000 km, qui apparaît dans votre vie. Et tout simplement, ces personnes-là, vous ne les connaissez pas, vous ne les avez jamais vues, vous ne savez même pas ce qu'ils ont encore fait, mais vous savez que ça devient votre ennemi. Et il va occuper votre esprit pendant quelques jours.
voire quelques mois. Mais c'est ça qui est déterminant. Ce métier n'est pas anodin. Et donc, c'est cet ennemi qui apparaît dans votre vie, peut-être à 23 heures, et bien, il va peut-être vous tuer après-demain ou dans 3 heures. Donc, il y a quand même une notion derrière de danger, mais surtout de danger pour sa propre personne. Alors, en général, cet ennemi va, si on décide d'intervenir, c'est justement pour empêcher que l'ennemi fasse plus de dégâts. Mm. Hein, voilà. Donc, en général, soit il a attaqué une garnison française, ou il a attaqué il a menacé des ressortissants français dans un territoire, et il faut aller les sécuriser, ou en tout cas les extraire. Voilà. Mais au cours de cette opération, vous êtes vous-même confronté à un combat, éventuellement un combat. Donc utilisez vos armes et surtout, vous pouvez aussi donner votre sacrifice, le sacrifice de votre vie. Donc le jeune qui s'engage dans ce genre d'unité, c'est d'abord, il faut quand même penser qu'un jour, on peut exiger le sacrifice suprême de votre vie. Et vous êtes en première ligne. On est en première ligne et souvent de manière un peu isolée, donc sans trop de... Voilà, ça peut vite déraper. On fait en sorte de ne pas le faire, voilà, de ne pas se mettre dans ces genres de configurations, mais en revanche, c'est possible. Alors justement, toi qui parlais des séries, d'expliquer au grand public, comme tu le fais dans le livre, d'avoir cette façon pédagogique, cette approche pédagogique. Comment tu pourrais l'expliquer justement, la spécificité ou les différences que tu peux avoir entre ce que pensent les gens et ce qu'est la réalité du terrain et de ce que tu as vécu? Moi, je pense que la personne, enfin le grand public, nos concitoyens qui regardent la télévision, qui regardent des séries, voient un aspect des forces spéciales où les gens sont toujours en action. Voilà, ils voient bien le danger. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est tout ce qui est en amont, le travail qui est en amont, la formation hyper rigoureuse, hyper longue. Et ça, je pense que le grand public, enfin nos concitoyens, ne le sentent pas. C'est pas retranscrit les heures et les heures à tirer, à s'entraîner, à tirer au pistolet, à toutes les armes, à descendre en long cordelice sur des toits, en nuit, de nuit, le plus souvent de nuit d'ailleurs. Voilà, ces heures c'est beaucoup de sacrifices physiquement, c'est exigeant physiquement. Il faut être en très très bonne santé physique et surtout aussi moralement parce qu'il faut tenir jusqu'au bout. Faut tenir. Donc c'est vrai que cette partie-là est souvent occultée dans les séries. On voit juste l'action commando, le héros voilà, mais on ne voit pas les heures et les heures et les mois et les années de travail en amont. Et alors justement, Rémi, comment tu pourrais esquisser une semaine type de travail au RPIMA à Bayonne? Bon, en général, il y a toujours ceux qui reviennent de mission ou qui se reposent, il y a toujours ceux qui se préparent à partir et ceux qui sont déployés. Voilà, donc il y a un tiers, un tiers, un tiers. Donc mais pour une semaine, voilà, essentiellement c'est beaucoup de tirs, énormément de tirs. Donc les riverains de la citadelle de Bayonne le savent. Et d'ailleurs, c'est un bon. Quand le jour où on n'entendra plus la citadelle tirer, il y aura un problème. Mais c'est important. Le tir, c'est la base de tout. D'accord. On ne peut pas être un régiment d'élite dans le combat aéroterrestre si on ne sait pas bien tirer. Et là, depuis 1998, il faut vous dire qu'il y a des procédés de tir qui ont été mis en place avec des formations extrêmement exigeantes, mais qui donnent vraiment, vraiment satisfaction. Donc beaucoup de tirs. De temps en temps quand même du saut, parce que le saut aussi c'est un des moyens de mise à terre. C'est pas que ça, mais c'est un des moyens de mise à terre. Donc il faut s'entraîner au saut. Et puis après, c'est toutes les techniques. Chacun dans sa spécialité va travailler. Donc le transmetteur, il va travailler dans sa partie transmission ou informatique. Il y a aussi la partie drone, il y a la partie cyberdéfense. Donc chacun travaille dans sa spécialité, mais les gens travaillent aussi en groupe, c'est-à-dire en stick, ce qu'on appelle les sticks d'action spéciale. Donc ils travaillent au sein d'un stick de en général 10 personnes. D'accord. Voilà, avec un chef de stick qui est en général un sous-officier ou un jeune lieutenant. Et donc là, c'est vrai que il faut imaginer l'entraînement quotidien où c'est une bande de copains, quoi. Voilà. Vraiment C'est une très équipe de 10, soudé, ouais, très ouais. soudé, très soudé.
Les gens se Tu cooptent. peux le lier au sport co, Alors, vraiment ils vont cet faire, esprit de... bien sûr, ils font du sport le matin, tous les Ouais, matins, quasiment, ouais. ils font du sport. C'est obligatoire. Et ils font pas que courir, ils font aussi du renforcement musculaire, ils font de manière à travailler toutes les parties du corps pour pouvoir répondre à toutes les phases de combat, du sport de combat, beaucoup de sport de combat aussi, pour pouvoir... parce qu'on oublie un peu le sport de combat, hein. Bien sûr, on évite le sport de combat, enfin Le le combat combat proche, rapproché, rapproché. mais malgré tout, oui. Et les gardes du corps, bien sûr, eux en font particulièrement. Voilà, donc chacun en fait travaille dans sa spécialité pendant une semaine, d'accord, mais quasiment tous les jours, c'est du sport. Et là, le marsouin parachutiste au premier PIMA, il commence en général sa matinée par une séance de sport. Parmi ton parcours, alors je lis la fiche pour pas me tromper, tu as été commandant d'unité de recherche aéroportée et action spéciale de 95 à 97. Oui. À quoi consiste ton métier, enfin cette partie de ton Alors, parcours? à cette époque-là, donc j'étais commandeur, je dirigeais voilà, environ 130 personnes, 130 commandos, répartis en 4 sections. Et j'avais à l'époque donc des shooters opérationnels, donc j'avais tous les shooters opérationnels, ceux qui sautent à 4000 mètres d'altitude, Comme donc ce... saut à grande hauteur, Ouais. et capables de mener des actions de combat, de commando, actions spéciales, contre-terrorisme, libération d'otages, etc. Tout ça, c'était mais avec donc cet élément mis à terre particulier qui est le saut à grande hauteur. J'ai aussi les plongeurs de l'armée de terre, donc les plongeurs qui est capable de s'infiltrer dans les rivières ou les fleuves, donc ou en zone urbaine, mais aussi pour aller poser des... Enfin, c'est un moyen d'infiltration assez... On peut rentrer dans une ville comme ça par le fleuve. Hein, Paris. à Lyon, on pourrait rentrer par la Saône ou le Rhône. Vous voyez, c'est important. Pouvoir rentrer de manière discrète et surtout sans faire de bulles, avec sous oxygène. Voilà. Donc ça, j'avais cette section-là. Il y avait une section purement de renseignement aussi, et qui fait que du renseignement. Et voilà. Donc ces gens-là, voilà, c'est moi le boulot de commande de compagnie, c'est aussi de proposer. S'il y a une alerte, par exemple, le chef du bureau opération me demande, je voudrais, pour telle mission, je voudrais de tel ou tel commando. Et moi, c'est moi qui les désignais. Mais moi, c'est moi qui ai organisé la formation aussi. La formation pour que ces gens soient prêts toujours à pouvoir partir en mission. Et puis c'est moi qui voilà, je régulais les périodes de permission pour que les gens se reposent. Enfin, voilà. Et tu parlais de contre-terrorisme notamment. De part, alors sur la deuxième partie de ta carrière, tu as dû en gérer beaucoup de menaces terroristes, etc. depuis le début des années 2000 de plus en plus. Ouais. Comment ça se prépare, comment ça se passe cette partie-là par rapport à ces gens, alors j'essaie de trouver des bons mots, mais à ces gens qui n'ont ni valeur, si je puis dire, et qui sont jusqu'au boutiste, et se retrouver face à ce type de personnes et de menaces. En fait, il faut s'adapter, tout simplement. Ouais. Et le régiment s'est adapté depuis 50 ans C'est ce que à je veux te dire tous aussi. les types de combats, de zones aussi, parce qu'on s'entraîne aussi en zone arctique, on s'entraîne en zone de désertique, en zone de jungle, hein, donc parce qu'on doit pouvoir intervenir partout. Donc c'est vrai que la partie, comment dire, l'adaptation se fait en fonction de l'ennemi qui nous est désigné. Hein. Bon, je me souviens des années 60-80, 80, c'était le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie n'avait rien à voir avec les talibans. C'est rien à voir. Donc on apprenait la marche à l'ennemi, on apprenait la doctrine soviétique, on apprenait tous les matériels pour savoir s'il y avait une invasion, capable de renseigner, tout simplement. Après, voilà, on s'est adapté. Après, effectivement, la partie Bosnie-Herzégovine, c'était beaucoup d'influence avec la partie serbe, la partie bosniaque. Voilà, il fallait se mettre, pas prendre parti, mais il fallait essayer de capter des renseignements des deux côtés pour essayer de trouver une solution et intervenir le cas échéant. Après, effectivement, l'opération Licorne, c'était aussi pour intervenir oui, au profit du général commandant les opérations, au cas où il y avait justement une menace. Et comme il y a eu une menace,
contre les Français dans Abidjan, hein, ou à Bouaké, tout simplement. Voilà, donc on est quand même dans des... Il faut s'adapter à chaque fois. C'est vrai que les armées africaines, avec l'expérience, on avait quand même une bonne connaissance, un savoir-faire. Vous savez comment leur parler aussi, hein, et traiter le problème, notamment en Centrafrique, avec les mutineries dans les années 96-97. Voilà, on avait un savoir-faire assez évolué là-dessus. Après, les partis djihadistes, effectivement, talibans, combat extrêmement difficile parce que c'est des gens, tu l'as dit tout à l'heure, extrêmement déterminés. Donc ces gens-là, ces gens-là sont endoctrinés. Hein, donc ils rentrent et c'est pas pour. Et ils sont extrêmement rustiques. Ils ont une rusticité phénoménale. Ils marchent dans les cailloux par 50 degrés. Voilà. Et l'hiver, ils traversent les montagnes de 4000 mètres avec juste une petite couverture et un pacol. Hein. Ouais, ils nous ont surpris. Hein. Ils nous ont forcément surpris. Et d'ailleurs, c'était un combat difficile, très difficile. Voilà, donc non, il faut s'adapter. Et puis les djihadistes, là, cette dernière décennie, les djihadistes au Mali, enfin, les opérations Serval, Barkhane, etc. Ouais, bah là, il faut les chercher dans les rochers, il faut les débusquer, il faut les chercher. Vous voyez, 1000 km de désert, c'est difficile d'aller chercher les gens là-dedans. Hein. Donc c'est une épine dans une boîte de foin, une épingle. Voilà, c'est difficile, hein, c'est un combat difficile. Mais après, voilà, on s'adapte, et surtout on utilise. Il faut être plus intelligent, il faut être plus rapide, il faut avoir l'ascendant, et surtout l'effet de surprise. Pour reprendre justement une des spécificités du monde des forces spéciales, c'est la surprise. Surprise par les airs, surprise d'infiltration de nuit, voilà, et surprendre l'adversaire là où il ne nous attend pas. Je prends l'exemple en 2006, c'était dans le sud, du côté de Jalalabad en Afghanistan. Donc. Les talibans nous attendaient sur les pistes, sur les routes. Nous, avec nos véhicules, forcément, ils nous faisaient sauter avec ce qu'on appelle les IED, les engins explosifs improvisés. Mais il fallait ils n'avaient pas encore les jumelles de vision nocturne. Donc, ils se mettaient à 200 mètres et puis ils prenaient un repère. Et dès qu'on passait, ils tiraient leur charge et ça explosait. Donc, pour nous déplacer, on partait de nuit, on utilisait des véhicules civils banalisés. Et à l'intérieur, tout était éteint, tout blackout total, pas de phare. Et nous, on conduisait avec des jumelles de vision nocturne. Et ben voilà, donc on évitait leurs pièges comme ça. Voilà. Ça n'empêche pas qu'ils nous attaquent après, mais on évitait de faire sauter nos véhicules. Malheureusement, j'ai eu le cas où 2 heures après, sur le même, un camion de l'armée afghane est passé, et eux, ils sont fait malheureusement, ils ont sauté. Donc ça veut dire que la bombe où j'étais passé, elle était déjà là. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas votre heure, c'est pas votre. Mais il fallait faire preuve d'intelligence et surtout de ruse pour dire, on sait où tu es, ou on suppose que tu étais là, mais on va passer quand même et tu verras, tu ne verras pas. De ruse et d'adaptation, parce que justement, tu as passé 21 ans, si je ne dis pas de bêtises, aux forces spéciales. En tout, 21 ans, mais 16 ans à Bayonne. 16 ans en première prime. Ouais. Tu as dû voir l'évolution. Qu'est-ce qui t'a marqué comme évolution et comme changement que tu as eu sur ces 20-30 années c'est surtout la montée en puissance de commandement des opérations spéciales à partir de 1992 jusqu'à maintenant. C'est extraordinaire. Au début, effectivement, il a fallu tout écrire, hein, les procédures, se mettre en ordre de marche, s'habituer entre différents régiments qui étaient inclus dans les forces spéciales. Il fallait comment apprendre à se connaître. Et on a mis un certain temps, mais c'est vrai que les opérations en Afghanistan, pour ça, ont rapidement fédéré. Hein. C'est un peu comme les tranchées à Verdun. Hein. Au début, tout le monde parlait chacun son patois. En 1918, tout le monde parlait français, hein, parce que tout le monde a fait l'effort s'il fallait dire à l'assaut, tout le monde comprenait à l'assaut. Et voilà, nous on a fait pareil, les opérations et notamment les morts qu'on a eus au combat nous ont soudés. Et on s'est soudés vraiment là-dessus, et c'est ce qui a prévalu, et tant mieux. Mais c'est surtout l'évolution des équipements
qui en quelques années on a fait des progrès énormes. Donc là maintenant, le personnel est bien équipé. Ils ont donc pour pouvoir remplir toutes leurs missions dans n'importe quelle latitude, que ce soit en sautant à 8000 mètres d'altitude en pleine nuit. Maintenant ils ont des gants anti-grand froid, là. Il fait moins 50 là-haut. Donc, Ouais. bon, voilà, s'ils s'infiltrent pendant 15 km par moins 50, il faut quand même être équipé, quoi. Donc là maintenant, on a fait d'énormes progrès, tout ce qui est Gore-Tex, voilà, le textile, mais aussi l'armement. Hein. L'armement, la précision des lunettes de tir, les jumelles de vision nocturne, tout ça, en 30 ans, c'est impressionnant. Voilà. Donc oui, les procédures, la connaissance mutuelle des unités des opérations spéciales, ça a été un beau facteur, mais aussi gros progrès des équipements. Tu as également été conseiller des forces spéciales pendant 2 ans. Ben là, j'étais conseiller des forces spéciales de l'armée tunisienne, du groupement des forces spéciales tunisiennes à Bizerte. D'accord. Ouais, ouais. Ben là, j'étais tout seul, seul conseiller. Mais là, j'agissais dans le cadre de la coopération, mais dans les forces spéciales particulièrement, du fait de mon passé. Ouais. Voilà, donc j'étais détaché. Alors là, je dépendais du Quai d'Orsay, puisque on est détaché auprès du Quai d'Orsay dans ce cadre de là, même si on est conseiller force spéciale. Voilà. Mais tout simplement, là, je formais essentiellement en tir. On a formé des tireurs d'élite. On faisait du sniping à partir d'hélicoptères, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Voilà. Et puis surtout, j'ai formé des shooters opérationnels aussi. Alors, je faisais venir des instructeurs de France et je menais des actions de formation voilà, qui étaient validées par la coopération internationale, française, mais en Afrique notamment. Depuis les années 90 que tu es rentré dans l'armée, tu en as parlé rapidement tout à l'heure et j'aimerais y revenir dessus, sur la nouvelle façon de faire une guerre. On utilise des fois le terme de guerre propre avec les drones. Il y a aussi toute cette approche qui est différente que tu as vue, j'imagine, évoluer. Comment tu vois, je ne vais pas dire l'avenir, je ne vais pas te demander de faire Madame Irma, mais par rapport au contexte géopolitique qui change depuis ces dernières années, comment tu vois le présent et l'avenir? En fait, bon, je vois ça en tant que citoyen parce que j'ai quitté l'armée il y a 13 ans. Donc voilà, je me suis un peu éloigné. T'es un jeune Entre-temps, j'étais retraité. dans le transport maritime international, donc je me suis un peu éloigné des sujets géostratégiques. Maintenant, je suis, comme tout bon citoyen, oui, et ancien officier, bien sûr, je regarde avec beaucoup d'intérêt le monde qui est en train de se transformer, les alliances qui sont en train de bouger et notre Europe qui doit continuer à se chercher. Bien sûr que je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, les conflits, le type de conflit, pour l'instant, il suffit de lire voilà, les messages que le chef des armées à la télévision délivre. Il faut se réarmer. Quand il dit on est en guerre, oui, non, c'est pour les autres. Mais non, si le président de la République dit on est en guerre, ça veut dire qu'il y a une menace. Et la menace, c'est quand même la personne la mieux informée en France, c'est le président de la République. Il ne faut pas se leurrer. Donc, il y a toutes ces unités de recueil de renseignements qui font remonter des informations, et il a des services à l'Élysée qui lui permettent de faire des notes confidentielles. Il est au courant de tout. Voilà. En tout cas, ses conseillers sont au courant de tout. Voilà, donc il ne faut pas minimiser en tant que citoyen les risques et les menaces. Donc voilà, j'invite effectivement tous les concitoyens, quand il y a un débat, une intervention télévisée où il dit attention, on va se réarmer, etc. Oui, ça veut dire que la décision politique est déjà prise et que l'État va faire en sorte de mettre les moyens à disposition des forces armées pour pouvoir répondre à la menace. Alors on a eu les années 95, on a eu les premières attaques terroristes difficiles, mais aussi là, le Bataclan de 2013, 2015, 20 ans après, on a eu la même chose. Voilà, on a des séries difficiles où l'ennemi, on peut dire qu'il est à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il y a une menace intérieure, puisque maintenant nos enfants à l'école sont menacés, peut-être, voilà. Donc c'est vrai que ça change un petit peu. On n'est plus dans un schéma. L'approche est plus complexe. Oui, beaucoup plus complexe, diffuse, et surtout, on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Enfin, on peut deviner, mais on ne sait jamais comment ça va se déclencher. Donc c'est un ennemi intérieur qui peut frapper dans zone urbaine ou même peut-être même maintenant peut-être dans les campagnes. Hein.
Mais à côté de ça, la menace, comme on dit, qui vient de la Russie, le conflit ukrainien, c'est vrai qu'on voit ça, c'est à 3 4 000, 3 000 km. Bon, c'est pas vraiment chez nous. Et c'est marrant parce que je note quand même que les Français ont oublié le conflit de Bosnie. Bosnie, c'est à 2 heures de Paris. Dans les années 90, 91, 92, ouais. Et on dit, ouais, ça y est, le conflit, on parle de l'Europe, c'est ouais, un conflit, la menace. Mais il y a quand même 30 ans, il y avait un conflit avec une épuration ethnique à 2 heures de Paris. Sarajevo, Srebrenica, quoi. Alors, comme si on ne voulait pas voir, quoi, ça ne nous concerne pas. Mais c'est quand même à 2 heures de Paris, c'est pas loin. C'est pas loin, tout simplement. Et pas loin maintenant avec des drones. Maintenant, oui, rien n'est loin. Rien n'est loin. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus vivre dans la psychose. C'est pas ce que je souhaite délivrer. Mais en revanche, s'intéresser et prendre pleinement conscience de la menace, oui. Pouvoir comprendre. Pouvoir comprendre et se dire, après tout, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Que va faire mon armée? S'intéresser tout simplement aux missions des forces armées. Et je rappelle en fait que le français, il a délégué sa défense maintenant à une armée professionnelle. Mais ce n'est qu'une délégation. Et que du jour au lendemain, tout Français peut redevenir un citoyen en armes. Comme ça a été 1792, c'est ça quand même. Hein. Voilà, non pas que la prise de la Bastille formait ça, mais le 14 juillet, c'est le jour où on célèbre le citoyen en armes. Donc, on assiste au défilé, on voit les militaires, mais le militaire, c'est d'abord le symbole du citoyen français qui porte les armes de la République, mais c'est les armes des Français. C'est pas l'affaire que des militaires, tout simplement. Et ça, c'est un message quand même qui mérite d'être, je pense, rappelé en tout cas aux plus jeunes générations. Il dit, ouais, moi, je ne ferai pas faire mon service militaire, moi, je ne ferai pas jamais mon service militaire. Et puis, pas que les garçons, aussi les filles. Parce que si demain il y a un conflit, les filles iront aussi. Ouais, on a vu en Ukraine. Hein. Les filles, elles y vont. Hein. Voilà. Justement, c'était une des questions. Quel message tu voulais passer aux jeunes générations, ceux qui veulent s'engager ou d'une manière générale, un grand public? Les générations qui veulent s'engager, les jeunes générations, les jeunes de 18 ans qui veulent s'engager, bien sûr que moi je les encourage à le faire, bien évidemment, parce que c'est un super métier, hein, c'est un métier passionnant, où l'aventure est au rendez-vous, hein, ça, il n'y a pas de problème, et c'est sûr même. Maintenant, voilà, c'est une exigence, il faut y réfléchir à 2 fois. Et moi, j'ai vu tellement de fois des jeunes qui arrivent et puis, voilà, ils veulent ressembler au gars de la série de Netflix. Voilà. Donc, le commando est au héros et il dit, mais au bout d'une semaine, mais pourquoi je ne suis pas déjà ça? Et souvent, il y en a qui craquent, tout simplement. Il dit, mais moi, ma copine me manque, ma maman me manque, je ne peux pas téléphoner, ils sont perdus, quoi. Alors voilà, c'est apprendre à se détacher un peu des moyens sociaux, des réseaux sociaux, etc. Parce que la vie du militaire, C'est la vie réelle. c'est pas avec le portable à toutes les 2 minutes. Hein. C'est fini ça. Faut oublier. Quelle rencontre t'a le plus marqué dans ta carrière militaire? Alors, c'est toujours difficile d'en retenir une, mais si tu pouvais partager une ou des rencontres qui t'ont vraiment marqué et dont tu te souviens encore aujourd'hui. Bon, je prendrais non, moi, c'est assez intéressant en tant que moi, jeune officier, surtout. Hein, moi, quand j'avais été à la sécurité de Houphouët-Boigny, du président Houphouët-Boigny, qui est le président de la Côte d'Ivoire, j'étais à sa sécurité. Et quand j'étais lieutenant ou capitaine, là j'étais lieutenant en l'occurrence, je approchais un président de la République dans son intimité et prendre la conscience que sa vie, on est liés, quoi. Ouais. Il avait un point d'alarme dans sa chambre, dans son palais à Abidjan, et c'était relié à ma simple chambre de lieutenant, quoi. Et s'il fallait, je pouvais rentrer avec 14 commandos, et on allait le chercher, et on le sortait, et voilà. C'est rencontrer cette personne-là et du pouvoir discuter de jeune lieutenant à président de la République, et c'était le doyen de l'Afrique. C'est une personne extrêmement cultivée, qui citait Talleyrand, qui était extrêmement cultivé, qui est capable
qui a aussi un bon humour, hein, beaucoup d'humour. Et voilà, c'est simplement dire, moi je suis jeune lieutenant, et je m'occupe de la sauvegarde d'un président de la République à l'étranger, à 2000 km, enfin 3000 même de Paris. Et j'ai trouvé ça assez étonnant de pouvoir discuter le soir avec lui, le ramener dans sa chambre, dire voilà, Monsieur le Président, voilà, sachez que je suis là, vous me voyez, si vous avez un problème, vous tapez sur le point et moi j'arrive en quelques minutes. Voilà, tout simplement. Et ça le rassurait. Donc, non, mais c'est un petit côté assez un peu en décalage par Surtout rapport quand tu es jeune. Surtout quand on est jeune, ouais. On est jeune, voilà. Avoir ce type de responsabilité, voilà. Et ça, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de problème. Il est mort de sa belle mort en 1993, et pendant 18 ans, on avait protégé cette personne. 18 ans, dans le plus grand secret. Comme quoi, les bons secrets, ça c'est important. Voilà. Il y a une mission en particulier qui t'a marqué de par sur sa difficulté, sur sa préparation, hein, que tu retiens plus que d'autres, dont tu peux parler du moins. Bon, les missions difficiles, c'est pour moi, c'est essentiellement celle qui avait trait à la recherche des criminels de guerre. Ouais, c'est assez compliqué, ça. Très compliqué. Parce qu'on était à l'époque dans une situation comment dire, à la frontière du légal, quoi. Donc, je ne dis pas que notre président de la République ne nous mettait pas dans une situation, mais quand même, on était une force militaire et on intervenait à l'étranger pour aller chercher des criminels de guerre, à les appréhender, comme on dit, parce qu'il fallait juste les appréhender, c'était le mot officiel, reconnu, et les appréhender, mais après, fallait quand même les remettre à une autorité, et c'était donc le tribunal pénal international. Il fallait remettre à La Haye, mettre dans un hélicoptère, et la personne. Mais si ça se passait mal, comment faire? Parce qu'on n'est pas une force de police. En fait, on était militaire, mais on faisait un boulot de police, en fait. À la fois dans la recherche du renseignement, on épiait la cible, ce qu'on appelait la cible, on l'épiait, on regardait pour voir quand est-ce que sera le meilleur moment pour l'attraper. Sans qu'il y ait des enfants à côté, sans qu'il y ait... Parce que si la personne... il y avait certains, ils avaient des grenades sur eux. Donc s'ils voyaient qu'ils étaient menacés, ils se faisaient sauter. Ouais, donc c'est pas... Voilà, il faut quand même faire attention. Et c'était pas un boulot très simple, hein. Pour moi, c'était le plus difficile parce que on n'était pas encore vraiment protégé. Ça s'est amélioré à partir de 2003. Là, le chef d'état-major des armées avait pris le dossier, avait pris conscience du dossier ou la fragilité de notre position. Et donc, on a été par la suite mieux protégé pour faire ça en opération extérieure. Mais là, on était encore les 8. Ouais. Ouais, puis je vais citer un autre exemple qui m'a un peu marqué, c'est à l'époque, en 2006, on n'avait pas encore tous des gilets pare-balles de classe suffisamment épaisse pour tout le monde. Et donc là, mettons, j'avais 80 commandos et j'avais que 60 gilets. Donc c'est difficile de dire, toi oui, toi non. Ouais. Voilà, ça c'est pas simple. Maintenant. Oui. Et pour donner envie et revenir sur ton livre, parmi toutes les histoires dont tu as parlé et les missions, est-ce qu'il y en a une que tu aimerais partager de par sa particularité ou qui t'a marqué plus que d'autres parmi ce que tu racontes? En fait, parce que tu as fait, je fais une parenthèse, tu as fait un vrai travail de recherche, d'investigation, d'interview pour pouvoir faire ce livre. En fait, j'ai fait ce livre pour reprendre, pour que le jeune, y compris du premier PIMA, le jeune qui est actuellement, qui est équipier depuis 3 ans au premier PIMA, il ne connaît pas ce qui s'est passé entre 1960 et 1900, peut-être même 75. Voilà, les 15 premières années. Pourquoi? Parce que c'est de l'instruction. Or, c'était la vie de ce régiment. Et si ce régiment est devenu ce qu'il est, c'est parce que justement, il faisait de l'instruction. Pour reprendre tout ce que j'avais développé en première partie. Donc oui, il faut quand même, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et cette rampe de lancement de la mémoire, ce devoir à la mémoire, j'ai trouvé hyper important de le mettre par écrit. Parce que j'ai constaté quand même, c'était il y a 15 ans, il n'était pas normal qu'avec toutes ces opérations que j'ai répertoriées, il n'y en a pas une qui soit écrite quelque part. Donc en fait, on se souvenait vaguement, mais il y a certaines qui étaient occultées. Parce qu'il y avait cloisonnement à l'époque, même au sein du régiment. Moi, je ne savais pas ce que avait fait l'autre compagnie à côté.
Voilà, c'est pour Ouais. ça. Et je trouvais que pour qu'un régiment de cette envergure, qui est devenu vraiment les fleurons des forces spéciales, hein, en tout cas de l'armée de terre, soit vraiment bah, que le personnel connaisse sa propre histoire, de manière à pouvoir en parler, tout simplement, et pouvoir en parler sans déformation orale. Voilà, parce que jusqu'à présent, la destitution de Bokassa, on l'entendait parler, on savait que c'était le groupement opérationnel qui avait fait ça en 79, mais on n'avait pas vraiment toutes les dates, et on ne savait pas trop comment ça s'est passé. Et la prise de la ville de Bangui en 45 minutes pour changer de président de la République, voilà, avec 50 personnes, c'est quand même pas mal. Et ça, le raconter, c'est mieux de l'écrire en disant voilà comment ça s'est passé, Les écrits restent. tout simplement. Voilà, moi le premier saut, j'ai eu la chance de commander tactiquement l'opération au-dessus de la ville de Birao en Centrafrique, dans le nord de la Centrafrique, en mars 2007, à 3 semaines de la campagne présidentielle de la France, hein, après Chirac et Sarkozy, à 3 semaines. Il se trouve qu'on a des gens qui sont attaqués, une petite équipe française se fait attaquer dans le nord de la Centrafrique. Ils sont à court de munitions, il faut aller les chercher. Et là, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah, faire venir des véhicules de Bangui, il faut 1000 km dans brousse, on va mettre plusieurs jours. Et ben voilà, la solution aéroportée, c'est celle-là. Voilà, un de mes meilleurs souvenirs, c'est celui-là. Ouais. C'est partir de Biarritz, décoller de Biarritz, partir à N'Djamena, rejoindre N'Djamena, monter, plier les parachutes, monter et faire cette opération à 4 h du matin pour sauter et reprendre l'aérodrome qui avait été piégé par les rebelles qui venaient du Soudan, mais qui étaient des Centrafricains, et tout ça, et sauver nos propres camarades qui avaient été... voilà. Donc c'est des opérations coup de poing, des opérations où effectivement il faut agir autrement. C'est vraiment ça c'est la devise des opérations spéciales, du commandement des opérations spéciales, agir autrement. Voilà, on n'agit pas de manière classique, on agit autrement, c'est avec de la surprise, des moyens dédiés et les moyens où tout le monde se connaît. Voilà, et parle le même langage, tout simplement. Quels sont les enseignements les plus précieux que tu retires de ta carrière de militaire, que ce soit au début jusqu'à lieutenant-colonel? En fait, dans le cas des forces spéciales, j'aime beaucoup la rusticité, c'est-à-dire ne pas perdre la rusticité au combat. Parce qu'on est de plus en plus dans une situation où on a des moyens techniques, technologie qui est fantastique, mais il faut toujours repartir en mode dégradé. Ça, c'est pour moi la principale leçon. Donc, la rusticité. C'est-à-dire demain, je peux être tout nu et traverser une rivière, et même s'il fait moins 15, il faudra le faire. Je n'aurai pas toujours la Gore-Tex, le petit confort et la ration voilà. Il faut jamais perdre de vue que l'on peut basculer du jour au lendemain en mode dégradé, tout simplement. Malgré toute la technologie dont on dispose. Et je vois même la partie maintenant, on est inondé de GPS. Hein. Voilà, on ne peut plus s'orienter sans GPS. Et la jeune génération a du mal à passer, à apprendre l'orientation sur la carte sans rien, rien que. Alors voilà, c'est simplement ça. Moi, ouais, c'est le côté rustique. Rustique, il faut repartir, être capable bien sûr, de faire la guerre moderne avec les moyens modernes, mais ne jamais oublier qu'on peut basculer. Et quand tout est perdu, tout est cassé, qu'est-ce qu'on fait pour continuer à combattre? Maintenant que ce livre est publié, est-ce que tu as d'autres projets en tête ou engagements que tu souhaiterais mener? Alors, effectivement, là, dans cette optique de devoir de mémoire, c'est peut-être continuer à écrire la suite de cette aventure. Il y a certaines opérations récentes, les plus récentes, n'apparaissent pas dans ce livre, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est encore tenu par le secret défense. Donc c'est vrai que peut-être continuer à écrire la suite, possible, ouais, pourquoi pas, mais de toute façon, déjà j'ai rempli mon objectif, c'était de laisser quelque chose sur la table au régiment en disant voilà, moi j'ai passé 16 ans dans ce régiment de manière extraordinaire, j'ai plein de souvenirs, c'est parmi les plus beaux souvenirs de ma vie,
Et là, je voulais partir, en tout cas, ayant quitté depuis 13 ans, je n'avais pas eu le temps de le faire étant parti dans le civil. Je voulais quand même qu'il y ait quelque chose, voilà, qui soit remis à cette jeune génération. Laisser cet héritage-là. Exactement. Mais aussi pour nos anciens, parce qu'il y a les plus anciens qui ont 90 ans, et bon voilà, ils vont être contents de voir que leur épopée est relatée là, dans ces pages. Voilà, tout simplement. Toutes les générations sont concernées. Tu, tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent au quotidien dans la vie civile En fait, moi, le mentor, à part des chefs charismatiques qui m'ont formé, qui m'ont impressionné, qui m'ont montré effectivement comment devenir officier, mais aussi à commander. Comment manager? Voilà, là oui, j'ai des exemples d'officiers qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont montré le juste chemin. C'est-à-dire qu'on peut être dur, mais il faut être juste, tout simplement. Ça, c'est pour moi voilà. Il faut le bon chef, le bon manager aussi. Il faut savoir féliciter et il faut savoir sanctionner. Voilà, avec le courage moral dans les deux côtés. Il faut prendre le temps oui, peut-être décerner des médailles, de faire tous les rapports pour que la personne puisse être récompensée devant tous les autres, mais aussi prendre le courage de dire à l'autre ça va pas et je vais te sanctionner parce que là tu as dépassé les bornes et tu étais hors clos. Et c'est aussi une manière de faire progresser la personne. Et la personne aussi, elle se sent qui a effectué un acte de bravoure héroïque et tout ça. Mais j'ai vu des jeunes de 20 ans, hein, des vrais héros. Hein, ils vont chercher leurs camarades sous le feu des talibans par 47 degrés, ils vont aller le chercher. Et alors que ça tire, ils sont sous le feu, ils sont déjà blessés, mais ils y vont quand même. Alors on ne laisse pas un copain. Ben ça, ces gens-là, si on dit bon, là, t'as bien fait, c'est bien, super, mais ils rentrent à la maison et puis c'est fini. Ben non, ouais, ils méritent d'être récompensés. Voilà. Justement, tu as passé 10 ans dans la vie civile. Qu'est-ce que tu as pu apporter du monde militaire, que ce soit en management, en ressources humaines, etc., et le transposer dans le civil? En quoi ça a pu te servir et t'aider? Moi, c'est surtout la partie management qui m'a vraiment servi. C'est-à-dire que avoir une certaine proximité avec les hommes des forces spéciales. Bon, après, j'étais dans une société de transport maritime en Afrique, en Afrique centrale, donc dans les deux Congos. Et effectivement, là, c'est des Africains qui attendent beaucoup du patron. Et le patron, il ne peut pas tout faire non plus. Donc, mais là c'est aussi de les stimuler, de leur montrer qu'il faut se mettre au travail, que ce n'est pas toujours simple, mais pas non plus leur mâcher le travail et faire tout le boulot à leur place. Voilà, c'est simplement de la subsidiarité, ouais, que j'ai appris dans l'armée, ouais, faire à chacun à son niveau. Chacun à son niveau et doit travailler, mais en revanche, contraindre à un effort personnel. Oui, c'est ces recettes de management que j'ai fait appliquer, que j'ai bien sûr transmises à certains que ça n'a pas toujours plu. Un petit côté un peu trop militaire, paraît-il, mais j'ai essayé justement de me sortir de cette étiquette. Ah ouais, c'est un commando qui va venir. Oula. Mais ils avaient peur un peu. Mais à côté de ça, à partir du moment où ils ont vu que moi je l'ai récompensé aussi, donc la prime, voilà, accorder aussi quelques faveurs de primes sociales, surtout des gens qui ne gagnaient pas beaucoup en Afrique, ouais, et essayer de par exemple, leur donner une prime au logement. La prime du logement, aider au loyer. Voilà, il me dit, vous êtes le premier à nous accorder ça. Ben, je dis, ouais, je vois dans quel état dans quel quartier vous vivez, vous n'avez pas l'eau, pas l'électricité, vous avez des coupures tout le temps. Ben, vous méritez un petit quelque chose pour au moins vous aider, vous encourager à supporter cette vie-là. Voilà, ben, oui, peut-être l'armée surtout m'a appris à ce que je disais, à sanctionner autant que féliciter, de manière à avoir un commandement ou un management qui soit le plus juste possible. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? M'adapter. Ouais, bon, enfin, le conseil, c'est plutôt la personne qui... c'est Dostoïevski, l'écrivain russe, hein, l'homme est un être qui s'habitue à tout, et c'est peut-être là sa meilleure définition. Ouais, s'habituer, s'adapter, tout le temps.
Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué et aidé. Je suis passé 24 heures dans un égout dans la ville d'Épinal. Pendant 24 heures, vous êtes dans un égout et vous êtes loin de votre petit confort versaillais. Voilà, il faut s'adapter. C'est pas simple dans un égout parce que ça sent mauvais. Et quand il faut se planquer, pas se faire attraper, etc. Ouais, faut s'adapter. Et quand vous êtes poursuivi par des chiens, faut aussi. Tu te remémores. Oui, oui, vous êtes poursuivi par des chiens, je dis, oh là, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte, mais faut trouver vite la solution pour échapper aux chiens, et voilà, faut s'adapter. Et c'est vrai que sortir de son confort, voilà, l'homme est un être qui s'habitue à tout, mais faut aussi s'entraîner ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est cette réversibilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si j'ai plus l'électricité, si j'ai plus mon portable, mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Comment je me Anticiper. Voilà, c'est anticiper pour toute cette vie-là. Il ne faut pas non plus que ça tourne dans la psychose, mais c'est vrai que ne pas l'oublier, en revanche, jamais l'oublier. Y a-t-il un sujet que l'on n'a pas abordé, que tu souhaiterais aborder dans cette interview, comme on arrive à la fin de l'épisode? Non, mais c'est simplement, moi j'estimais d'aborder sur ce volet particulier des forces spéciales, pour revenir à mon livre, c'est simplement dire que, ouais, il était temps quand même de pouvoir expliquer un peu mieux à nos concitoyens. C'est pour ça que au départ je voulais l'écrire que en interne, quoi, pour les commandos du régiment. Et puis en fait, à force de recevoir des témoignages, je me dis, mais c'est quand même dommage. J'ai pensé d'ailleurs au départ aux Bayonnais, simplement les gens les habitants de Bayonne, de la ville de Bayonne, qui ont ce régiment, cette citadelle en face au plein milieu de la ville. Je dis, pas normal, ils doivent aussi savoir ce qui s'est passé avant. Mais après, dire grand public, donc ma réédition m'a permis de dire, attends, avec un réseau de communication, on va le diffuser, et ça va être un livre qui sera au grand public, destiné au grand public. Donc c'est vrai que j'ai fait un effort d'écriture de manière à ce que ce soit un peu plus lisible, mieux compréhensible pour les lecteurs. Et j'ai voulu effectivement que les concitoyens apprennent. Ce régiment mérite d'être mieux connu. Il mérite tout simplement d'être mieux connu, avec toutes ses facettes. Les rigueurs d'entraînement, les opérations, comment ça se passe, etc. Sans rentrer dans le grand détail des dernières opérations, parce que ça, malheureusement, on ne dévoile jamais ce qui est en train de se passer. Mais malgré tout, je pense que c'est un devoir pour nos concitoyens de mieux communiquer, même ce qui est taxé de confidentiel, grande muette et tout ce qu'on veut. Mais non, je trouve que c'est dommage. Mais c'est un livre très intéressant aussi pour ce genre de personnes qui aiment connaître les histoires et connaître un peu ce qui se passe, qu'on ne voit pas au quotidien dans les médias de façon volontaire. C'est vrai qu'il y a plein d'histoires, plein de parcours racontés, plein de missions. J'ai essayé d'être de faire mettre quelques anecdotes pour que ce soit pas non plus trop lourd pour le lecteur, mais voilà, c'est un livre historique. Voilà, c'est un livre d'abord historique, donc d'histoire. Ça raconte une histoire. Et voilà, cette histoire, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup l'histoire, c'est sûr, mais j'ai beaucoup de plaisir à me dire que ce devoir de mémoire, ça y est, il est accompli, voilà, je l'ai fait. J'allais te le dire, lieutenant-colonel Rémi Bernier, merci pour ce devoir de mémoire, pour ton partage et ta façon de raconter les choses aussi dans ce livre, où je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. C'est l'histoire du premier RPIMA, que l'on peut retrouver à Maigret Édition et dans toutes les librairies, qui est sorti il y a un mois ou deux. Non, il est sorti le 27 mars. 27 mars, voilà, donc il y a un peu moins de 2 mois. Voilà. Merci à toi d'avoir partagé ce temps et d'avoir pu parler de ton parcours et du parcours du premier RPIMA et de pouvoir vulgariser et expliquer au plus grand nombre ce qu'est les forces spéciales et le devenir de tout ça. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode que vous pouvez retrouver en audio sur Amazon, Apple, Spotify ou Deezer, également en vidéo sur YouTube, Instagram ou LinkedIn. Très bonne journée à tous. Merci.